Donc, rebonjour à tous. Je pense que nous allons commencer maintenant. Euh, donc, dans un premier temps, nous allons, pour ceux qui ne connaissent pas EcoDev, nous allons donc avoir une présentation de EcoDev et de ce que EcoDev fait. Par la suite, nous allons voir ce que c'est l'acceptation universelle et pourquoi est-ce que ce sujet est important. Et quels sont les enjeux en tant que développeur d'application? Parce que ce webinaire était vraiment orienté dans ce sens-là, pas seulement ceux qui sont des développeurs, mais toute personne qui est promoteur d'une application digitale. Et donc, nous aurons une session de travaux pratiques, là où on pourra expliquer concrètement comment rendre son application compatible avec l'acceptation universelle, quel est l'état des lieux, qu'est-ce qui marche actuellement, qu'est-ce qui est possible, n'est pas encore possible et quelles sont les perspectives. Donc, ça sera un peu dans ce sens-là que nous allons aller. Si vous avez des questions, vous pourrez les laisser dans le chat ou vous pourrez également lever la main pour, à un moment donné, pouvoir prendre la parole. Vous pouvez aussi avoir des contributions en relation avec le sujet. Donc, n'hésitez pas de lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole aussi. Donc, sur ce, je pense que nous allons commencer déjà par la présentation de EcoDev. Donc, moi, c'est Ismaël Ouedraogo, je suis ingénieur informatique à EcoDev. Et EcoDev, c'est une structure qui fournit des services informatiques et plus spécifiquement qui est un bureau d'enregistrement de noms de données accrédité par la CP de régulation des communications électroniques et des postes du Burkina. On partage l'écran, un petit souci, une minute. OK. Donc, je disais que EcoDev donc, est également un bureau d'enregistrement des noms de domaine.bf accrédité par l'ARCEP. Et ce ne sont pas que les noms de domaine.bf que EcoDev fournit. EcoDev fournit également .africa et les autres noms de domaine génériques, .com, .net, .org et autres. Donc, l'avantage que Ecodev offre, c'est que nous avons des serveurs DNS locales, donc qui sont disponibles localement au Burkina. Et nous avons aussi des serveurs DNS à l'étranger. Donc, pourquoi ça c'est important? Parce que lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, de coupure Internet au niveau des câbles sous-marins, tous les sites qui sont hébergés à l'étranger, à l'extérieur, seront impactés. Voilà, donc cette coupure d'Internet va entraîner l'indisponibilité de ces sites ou de ces plateformes qui sont hébergées à l'extérieur du Burkina Faso. Mais ceux-là qui sont hébergés en interne, qui ont leur DNS sur nos serveurs ou leur hébergement sur nos serveurs, seront toujours accessibles à l'intérieur du Burkina Faso. Et nous avons aussi travaillé à faciliter le processus d'enregistrement de nom de domaine.bf. Donc, il y a une plateforme qui a été mise en place pour cela que vous aurez l'occasion de découvrir. Donc, à travers la plateforme, vous pourrez facilement vérifier la disponibilité d'un nom de domaine. En un clic, en une seconde, vous pouvez savoir si le nom de domaine.bf est disponible ou pas, ce qui n'était pas du tout possible avant.
Et vous pouvez faire l'enregistrement, le renouvellement, le transfert de nom de domaine. Vous recevrez également des notifications à l'approche de l'expiration de vos noms de domaine par email ou par SMS. Et vous avez la possibilité donc de gérer tout votre parc de noms de domaine à partir de l'application. Et vous aurez aussi accès donc à un support technique via la messagerie instantanée ou par mail ou par appel. Et nous prenons aussi en charge différents moyens de paiement. Donc, le processus a été automatisé et simplifié. Avant, c'était assez complexe. Il y avait un formulaire de l'ARCEP qu'il faut remplir, qu'il faut renseigner. Ensuite, scanner ce formulaire-là, aller le déposer physiquement ou l'envoyer par mail et attendre quelques jours qu'il réagisse. Ensuite, si le nom de domaine est disponible, ils vont pouvoir donc vous donner une réponse favorable. Dans le cas contraire, il va falloir le prendre encore. Et si c'est disponible, il va falloir par sonnet faire le paiement avant d'avoir son nom de domaine. Donc, vous pouvez facilement faire 2 jours, 3 jours, voire une semaine avant de pouvoir avoir votre nom de domaine actif et fonctionnel. Et ce n'est plus le cas maintenant. C'est un processus qui a été digitalisé. Donc, vous pouvez facilement faire la recherche, choisir le nom de domaine qui vous convient, configurer les serveurs DNS, acquérir et faire le paiement du nom de domaine. Donc, comme je le disais, on a les serveurs DNS que nous fournissons. La slide n'est pas encore passée. OK. Donc, les serveurs DNS que nous fournissons sont locales et ça permet donc le trafic local en restant à l'intérieur du Burkina Faso. Donc, même hormis les problèmes de coupure, ça veut dire que votre site va se charger plus vite pour un utilisateur, pour un visiteur qui est au Burkina Faso. Les moyens de paiement qui sont disponibles, donc on a deux types de moyens de paiement. Il y a les moyens de paiement online, tels que le mobile money. Actuellement, c'est Move Money et Orange Money qui sont activés sur la plateforme. Il y a Telecel Money qui vient de sortir et que nous sommes aussi en processus d'implémentation sur la plateforme. À part ça, vous avez les paiements par carte Visa ou Mastercard. En termes de paiement offline, on a les paiements par chèque ou par virement bancaire. Donc, nous avons des tarifs assez compétitifs si vous comparez avec les autres bureaux d'enregistrement. Donc, il y a le point perso. Le moins cher, c'est le point perso.bf qui a 1000 francs à l'année. Donc, mais ces tarifs-là sont achetés. Donc, si vous avez besoin d'un blog personnel ou voilà, d'un truc personnel, un site personnel, pour vous présenter en tant que consultant ou juste pour faire du blogging, donc c'est une extension qui est intéressante. Donc, il y a pas mal de sous-extensions qui sont disponibles pour .bf, .net, .bf, .org, .bf, ainsi de suite. Ça, ce sont des domaines sectoriels et qui sont donc voilà, vraiment récents. Et on a le .bf standard qui a 14 400 et les noms de domaines spéciaux à 3 caractères, 2 caractères et pour les marques déposées. Donc, les services connexes que EcoDev offre, à part l'activité d'enregistrement de noms de domaine et d'hébergement web, nous offrons également l'ingénierie logicielle, la sécurité informatique. Nous fournissons les certificats SSL. Il y a différents types de certificats qui peuvent et voilà, bien entendu, nous faisons l'hébergement web et DNS et les services de messagerie électronique ainsi que le cloud privé. Le cloud privé, c'est une solution où vous pouvez avoir des solutions cloud mais hébergées dans votre entreprise. Donc, pour assurer une certaine souveraineté sur vos données. Voilà, parce que de plus en plus, il y a des questions de confidentialité des données et beaucoup de structures ne veulent plus tellement avoir leurs informations sensibles sur les clouds à l'étranger ou sur les clouds de d'autres fournisseurs, d'autres prestataires. Ils préfèrent les avoir au sein de leurs entreprises, dans leur propre réseau, dans leur propre serveur, qu'ils contrôlent parfaitement. Donc, nous fournissons ce type de
solutions aussi. Donc, c'est tout pour la présentation de EcoDev. Si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr les mentionner dans le chat ou vous pourrez lever la main pour intervenir directement. Donc, si vous voulez accéder à la plateforme, vous pouvez scanner ce code QR-là ou directement aller sur le lien https client.ecodev.dev. Donc, il y a Monsieur Justin Zungrana qui lève la main. OK. Monsieur Zungrana, vous avez la parole. Ok, merci. Euh, J'espère que vous m'entendez. Allô, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. D'accord, merci. Voilà, merci pour la présentation. Euh, Maintenant, il y a seulement un petit détail que je voulais demander. J'ai vu qu'au début de la Oui, présentation, bon, j'ai pu entendre parler de l'enregistrement du nom de domaine. Hein. oui, Après, vers la fin, j'ai vu qu'il y a également l'hébergement, l'hébergement des sites. oui. Donc, je voulais savoir, est-ce que chez vous, est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, pour quelqu'un, est-ce qu'il y a la possibilité d'enregistrer seulement le nom de domaine et d'héberger, par exemple, le site ailleurs? Oui, bien sûr, c'est possible. Vous pouvez juste enregistrer le nom de domaine et puis héberger le site ailleurs. Vous aurez juste à définir le serveur DNS de votre hébergeur. D'accord, d'accord. C'était Ça, pour ça, c'est tout merci. à fait possible. Il y a beaucoup, on a plusieurs personnes même qui font ça. Peut-être ils avaient déjà même un hébergement déjà avec un nom de domaine .com ou .org et ils veulent aussi prendre un .bf en plus de ça. Donc ça aussi, c'est possible. Vous pouvez à la fois avoir un .com et un .bf ou un .net, un .org et un .bf à la fois. Ok, ça marche, merci. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc poursuivre sur nous allons entrer dans le vif du sujet, donc. Ok, j'espère que tout le monde voit le partage d'écran. Ok, d'accord. Donc,
Alors, c'est quoi l'acceptation universelle? Donc, bon, acceptation universelle, c'est un terme court, mais en réalité, la phrase complète, c'est l'acceptation universelle des noms de domaine et des adresses de courrier électronique. Donc, ça concerne principalement les noms de domaine et les adresses email. Et le principe est que toutes les adresses email et tous les noms de domaine doivent pouvoir fonctionner dans tout type d'application ou de système. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à récemment, ce qui se passait lorsque vous voulez créer une adresse email, vous ne pouvez pas utiliser des caractères accentués dans votre adresse mail ni lors de l'enregistrement d'un nom de domaine. Donc, supposons que je m'appelle François avec CCD. Donc, je ne peux pas avoir mon adresse mail François avec le CCD comme il faut dans mon adresse mail. Ou si j'ai un accent aigu dans mon nom, je ne peux pas l'avoir non plus dans l'adresse mail. Ça, c'est dans le chinois ou l'arabe. Vous voyez que tout l'alphabet de ces langues-là est complètement différent de l'alphabet latin qu'on connaît, de l'alphabet anglophone, puisque la technologie a commencé là-bas, donc tout était vraiment limité à ça. Mais de plus en plus, il est question maintenant de pouvoir accepter les autres langues. Voilà, c'est pourquoi on appelle ça acceptation universelle. Donc, il faut pouvoir prendre en compte toutes les langues et les symboles, les caractères de ces différentes langues-là. Et c'est une initiative donc de l'ICANN et qui a commencé depuis bien longtemps, mais c'est l'année passée en 2023 qu'ils ont commencé, à qui ils ont créé la journée, ce qu'on appelle la journée de l'acceptation universelle. Et c'est un événement annuel qui se produit dans tous les pays du monde entier, dans chaque pays. Donc même au Burkina Faso, cette année, nous avons eu la journée de l'acceptation universelle le 28 mars passé. Donc pour ceux qui n'ont pas pu prendre part à cette journée-là, ils pourront participer peut-être l'année prochaine. Ça sera encore le 28 mars en principe. Donc, l'acceptation universelle, c'est de pouvoir vraiment inclure, c'est une question d'inclusion numérique et de pouvoir engager toutes les ethnies, tous les pays, toutes les cultures sur Internet pour que la langue ne soit pas une barrière à l'inclusion numérique. Donc, on voit que l'usage des langues est très varié dans le monde et l'anglais arrive en troisième position en termes de locuteurs natifs à l'échelle planétaire, après le mandarin et l'espagnol. Donc, il représente environ 57% de l'ensemble du contenu écrit en ligne et ce pourcentage est en baisse. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, on a les statistiques sur le nombre de locuteurs natifs en fonction des langues. Et vous voyez que l'anglais n'est qu'en troisième position. Pourtant, dans la technologie, dans le net, c'est vraiment l'anglais qui est beaucoup plus prisé. Donc, l'idée ici est de pouvoir inclure toutes les langues toutes les langues, ainsi même que nos langues maternelles au Burkina Faso. Quand on prend le Moré, le Dioula et le peu de langues qui ont vraiment été transcrites, qui ont des transcriptions, qui ont un alphabet, vous allez voir que cet alphabet-là aussi contient des caractères qui ne sont pas dans l'alphabet classique latin et donc qui ne seront pas acceptés dans les systèmes numériques actuels tant que nous ne prenons pas vraiment en compte l'acceptation universelle. Donc, un Internet linguistiquement diversifié va contribuer, bien sûr, à une société de la connaissance en combattant la fracture numérique. Donc, ça va aider à réduire la fracture numérique dans les différentes cultures. Donc, on voit que dans le passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les noms de domaine de premier niveau, tout ce qui est .com, .org et tout, se composait principalement de caractères latins.
Voilà, tout était uniquement des caractères de l'alphabet de 26 lettres qu'on connaît et il n'y avait pas de possibilité d'avoir plus que ça. Et c'était limité, les extensions étaient limitées seulement à trois caractères, .com, .org, au maximum c'était ça. Il y a eu une évolution donc qui a permis d'avoir des TLD, c'est-à-dire les extensions. Les TLD, c'est les extensions de nom de domaine. Donc l'évolution a permis d'avoir ces TLD-là plus longs que les trois caractères. Donc comme point photographie, point London. Donc on peut avoir après le point BF, on peut avoir point Ouaga ou point Ouagadougou, point Bobo. On peut avoir des TLD, des extensions de nom de domaine qui sont spécifiques comment dirais-je, à des espaces géographiques, à des zones géographiques. Donc, et ces nouveaux TLD-là, ces nouvelles extensions-là doivent aussi pouvoir être internationalisées. Donc, ce qu'on appelle IDN, qui veut dire Internationalized Domain Name. Donc, quand c'est internationalisé, ça veut dire que ça doit pouvoir supporter tous les caractères, que ce soit du moré, du chinois, de l'arabe, tout ça, ça doit pouvoir prendre en compte. Et il y aura donc une prochaine série de création de nouvelles extensions de noms de domaine très bientôt organisées par l'ICA qui vont donc pouvoir prendre en compte des nouvelles extensions euh, de, de, de noms de domaine. Ah, ok, j'étais pas sur la bonne slide. Voilà, c'était de ça que je parlais. Donc, quand je disais que dans le passé, les noms de domaine étaient limités à trois caractères, et après, il y a eu la possibilité donc d'avoir des noms de domaine plus longs. Et ensuite, c'est l'internationalisation. Donc, de pouvoir avoir des extensions avec des caractères dans des langues locales. Dans des langues locales. Donc, on voit que l'extension du DNS on voit ce que l'extension du DNS a permis avant. Donc, on avait les extensions génériques qui étaient limitées à trois caractères et il n'y en avait que 22 au total. Et ça, c'est pour les GTLD, c'est tout ce qui est générique. Et les CCTLD, c'est tout ce qui est lié à des pays comme .bf, .ci pour la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et donc, à partir de 2009, il y a eu donc l'introduction des IDN, des noms de domaine internationalisés. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des caractères différents en chinois, en hindi et dans différentes langues. Et à partir de 2012 maintenant, donc il y a eu le programme pour avoir des extensions beaucoup plus longues, comme Point Banque pour les institutions bancaires, Point Technologie, etc. Point London pour des zones géographiques. On peut avoir après Point Ouagadougou, par exemple. Et c'est possible pour quelqu'un aussi d'enregistrer sa propre extension. Il y a une procédure assez administrative, mais vous pouvez vous renseigner sur le site de l'ICANN. Si vous voulez avoir votre propre extension de nom de domaine, c'est possible si vous avez vraiment les moyens et les prérequis nécessaires. Donc, on voit que les noms de domaine de premier niveau géographique ont pris vraiment de l'ampleur. Et beaucoup de noms de domaine ont été internationalisés. Donc, dans les pays où vraiment leur langue, ils utilisent leur langue comme une langue officielle et leur alphabet est assez développé et utilisé. Donc, vous allez voir que tous ces pays-là ont commencé à implémenter l'acceptation universelle et l'internationalisation des noms de domaine. Et c'est un processus qui prend du temps, mais qui est vraiment en cours. Et nous, à notre niveau au Burkina, on ne doit pas rester en marge de ça. Donc, actuellement, il y a eu jusqu'à 90 TLD, extensions de noms de domaine, qui ont été déléguées et qui sont internationalisées. Donc, nous avons également, on parle d'acceptation
universel, c'est les deux côtés, c'est les noms de domaine et c'est les adresses email. Et tout à l'heure, on a vu les IDN. Donc, on va maintenant parler des adresses, ce qui concerne les adresses email. Donc, avant, les adresses email de courrier électronique n'étaient pas non plus disponibles dans des langues locales. Donc, comme je l'ai dit au départ, c'est impossible d'avoir votre nom correctement écrit. Si votre nom a des caractères qui ne sont pas latins, ça n'allait pas être possible d'avoir ça en adresse mail. Vous serez obligé d'utiliser des équivalents sans accent ou sans cédille, sans tréma ou sans, voilà, sans ces petites modifications-là. Donc, se limiter à ce qui est disponible dans l'alphabet de 26 lettres pour pouvoir avoir votre adresse mail. Mais l'internationalisation des adresses électroniques a permis de lever cette restriction. Donc, EAI, ça veut dire Email Address Internationalization. Et c'est ce qui permet en fait de pallier à ce problème-là et de pouvoir avoir des adresses mail dans nos propres langues et sans avoir appuyé sur l'alphabet anglais. Donc, vous allez voir ici des exemples dans différentes langues. Donc, dans l'avenir, si vous voyez des adresses mail ou bien des noms de domaine sous ce format-là, il ne faut pas s'affoler, c'est tout à fait normal parce que ces pays-là vont de plus en plus adopter leur langue et mettre cela en avant. Donc ça, c'est des exemples de noms de domaine IDN. Si vous regardez bien, vous allez voir il y a un point à la fin et ce qui suit, c'est l'extension. Donc il y a toujours un point à la fin et ce qui suit, c'est l'extension et ce qui vient avant, c'est le nom de domaine. Et là, on a des exemples d'adresses email internationalisées. En chinois, par exemple, vous voyez, on a du texte en chinois, on a le arrobase et on a le nom de domaine et le point et l'extension. Donc, c'est c'est toujours le même format, ça remet même que. Donc, il y a un véritable défi à relever. Les extensions valide, c'est incorrect. Certainement, les développeurs de cette plateforme-là ont utilisé des expressions régulières pour, pour, pour pour reconnaître si c'est vraiment une mail ou pas. Et en tant que développeur, en tant qu'éditeur de plateforme, c'est des choses qu'on fait toujours pour s'assurer que, parce que tout ce que l'utilisateur, toute information envers l'utilisateur doit être contrôlée, vérifiée. C'est ça que je fais, mais ça fait que la plateforme et, qui est international et qui veut que des utilisateurs du monde entier puissent utiliser sa plateforme, va se voir limité et en termes d'utilisation. Donc, la plateforme va automatiquement avoir une sorte de restriction, disons une sorte de discrimination, parce que tous ceux qui ont des adresses mail qui ne sont pas dans l'alphabet latin seront automatiquement rejetés. Donc, c'est ce qu'il a arrivé. Et c'est un peu, dans un premier temps, c'était de sensibiliser parce que beaucoup de gens n'étaient pas au courant, ne savaient pas c'est quoi l'acceptation universelle et pourquoi c'est important. Et voilà. Donc, déjà, la première chose, c'est de comprendre le concept et de comprendre les défis et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et enfin de pouvoir prendre une action concrète là-dessus. Donc, il y a toujours en termes de défis à l'acceptation par les sites web. Donc, ici, on a un peu de statistiques sur l'acceptation d'adresses email internationales sur les champs de formulaire de 2000 sites web qui ont été analysés. Et on voit que tout ce qui n'est pas standard est difficilement accepté. Il n'y a que le dernier, tout ce qui est ASCII, arrobas, ASCII, point, une extension qui est assez courte. Non, on a 90 pour les taux sont assez faibles. Et en termes de messagerie, de serveurs de messagerie, parce que ce n'est pas que les applications, mais il y a les serveurs
les systèmes DNS, les serveurs de messagerie aussi, mais qui ne sont pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a des configurations à faire pour adopter l'acceptation universelle et pouvoir accepter les adresses email internationalisées et les noms de domaine internationalisés. Donc, il y a une page où vous pouvez facilement tester est-ce que votre adresse email supporte l'acceptation universelle? Est-ce que votre adresse email est internationalisée? Donc, il suffit d'aller sur uasg.tech et vous faites slash EAI-check. Donc, comme vous le voyez dans la slide, vous pouvez noter cette adresse-là si vous partez là-bas. Mais si vous avez une adresse mail Gmail ou Yahoo ou Hotmail, si vous avez un mail personnel, c'est pas la peine de faire ce test parce que ça sera OK. Vous pouvez faire ce test-là si vous utilisez un nom de domaine spécifique que vous avez acquis. Voilà, un point .com, un point .br, vous pouvez tester là-bas pour voir est-ce que votre serveur mail supporte l'email address internationalization. Et ça va vous dire si oui ou non. On voit que l'inclusion numérique est une opportunité parce que nous sommes près de 5,4 milliards d'utilisateurs Internet. Et on voit il y a que 67% des utilisateurs sur Internet il y a que 67% des utilisateurs qui sont connectés sur Internet. Et le tiers restant de la population mondiale, soit environ 2,6 milliards de personnes, principalement en Asie et en Afrique, ne sont toujours pas en ligne, ne sont toujours pas connectés. Donc, et beaucoup de gens qui sont déjà en ligne, la plupart d'entre eux échangent déjà dans leur langue maternelle. Donc, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont vraiment dans le secteur du numérique de pouvoir prendre de l'avant sur ce concept-là en l'implémentant chacun dans son système et dans ses plateformes. Donc, on voit que bien que le DNS ait évolué, les vérifications qui sont utilisées par de nombreux logiciels, des applications, des systèmes ou des plateformes pour valider les noms de domaine ou les adresses email électroniques sont toujours obsolètes. Et donc, ça constitue donc un frein euh, à l'acceptation universelle à proprement dit. Ça constitue un frein à pouvoir donc permettre à tous ces utilisateurs-là qui n'utilisent pas forcément la langue anglaise de pouvoir correctement utiliser ces plateformes-là. Et l'acceptation universelle est considérée comme une bonne pratique et c'est important donc de pouvoir implémenter ces principes-là dans vos différents systèmes. Donc, alors, pourquoi est-ce que l'acceptation universelle est importante? L'acceptation universelle est importante parce que ça contribue à un Internet plus diversifié et plus multilingue, ce qui reflète la réalité en fait du monde dans lequel nous vivons, parce que nous avons une multitude de cultures, nous avons une multitude d'ethnies, de races, voilà, de pays, de différences. Donc, et Internet ne doit pas être différent de ça parce que Internet permet de connecter en fait les êtres humains. Donc, ça va aussi renforcer donc la concurrence et l'innovation et le choix des consommateurs. Donc, si votre système, vos plateformes sont conformes à l'acceptation universelle, c'est un avantage concurrentiel pour vous que vous pouvez mettre en avant. Ça peut potentiellement vous donner des débouchés commerciaux et aussi pour vous procurer des avantages professionnels en tant que développeur ou administrateur de système.
Parce qu'on va organiser une formation, il y aura une formation à l'occasion de la journée de l'acceptation universelle en mars l'année prochaine, spécialement pour les développeurs. Donc, vous pourrez participer à ça et vous aurez des attestations également. Donc, l'autre avantage est que ça facilite également la communication des gouvernements et des décideurs avec leurs citoyens. Donc, comment rendre les applications d'un système prêtes pour l'acceptation universelle? Il y a 5 éléments importants, c'est vraiment les 5 piliers. Le premier, c'est accepter, donc l'acceptation. Donc, l'utilisateur doit être capable de saisir les caractères dans sa propre langue, dans son propre alphabet, dans un champ de texte. Donc, sur votre application, on doit pouvoir saisir ça. Si votre champ de texte même empêche la saisie de ces différents types de caractères, il y a déjà un problème à ce niveau. Donc, la première étape, c'est de pouvoir accepter le input, la saisie. Ensuite, c'est la validation. Donc, le logiciel ou le système doit pouvoir valider et reconnaître ces adresses mail là ou ces noms de domaine là comme valides. Il ne doit pas les rejeter tout simplement parce que certains caractères ne sont pas parmi les 26 lettres de l'alphabet classique latin. Donc, la troisième étape, c'est le traitement. Donc, le système doit pouvoir effectuer des opérations avec les caractères. Donc, je saisis quelque chose dans mon formulaire et je valide. Par derrière, ça va aller, il y aura peut-être un traitement par derrière qui va se faire dans l'algorithme ou dans le processus de l'application du système. Donc, ce processus ou cet algorithme qui va traiter l'information doit être capable aussi de la traiter correctement et de ne pas faire des bugs ou de ne pas la jeter. Ensuite, il y a le stockage. Donc, on doit stocker ça, cette information dans une base de données. Donc, la base de données doit être capable de stocker cette information sans l'altérer ou sans corrompre l'information. Donc, on doit pouvoir garder l'intégrité de l'information, même dans la base de données. Ensuite, il y a l'affichage. Donc, après avoir accepté, validé, stocké dans la base de données, on doit pouvoir récupérer cette information et l'afficher sur une interface graphique, en l'occurrence dans une page web ou dans un logiciel, dans une application. Ça doit pouvoir être affiché correctement, et lisible, sans souci. Donc, ça, ce sont les 4 piliers de l'acceptation universelle. Et quand on veut donc l'implémenter dans le système, c'est à ces 4 niveaux-là. Il faut pouvoir accepter, valider, traiter et, comment dirais-je, stocker et afficher. Donc, il y a plusieurs travaux qui sont en cours avec ICANN. En ce qui concerne l'acceptation universelle, donc il y a la mise à jour des logiciels et des systèmes pour prendre en charge tous les noms de domaine qui sont valides. Et il y a un soutien qui est donné à la communauté dans les efforts de sensibilisation et de renforcement de capacité. Et c'est dans ce sens-là aussi que l'année prochaine, on va tenir la journée de l'acceptation universelle et il y aura une formation qui sera organisée spécialement dans ce sens-là. Donc, au niveau des CCTLD, comme je l'ai dit, les CCTLD, c'est tout ce qui est extension de nom de domaine pays, comme .bf pour le Burkina Faso, .ci pour la Côte d'Ivoire, .ml pour le Mali, ainsi de suite, .fr pour la France. Donc, il y a des procédures qui sont mises en place pour pouvoir avoir des noms de domaine internationalisés. Donc, même au Burkina aussi, très bientôt, ça sera possible d'avoir un nom de domaine en moré et des caractères de la langue morée qui pourront être inclus directement dans le nom de domaine. Donc, au niveau des GTLD aussi, il y a des travaux qui sont en cours pour pouvoir rendre l'internationalisation des noms de domaine une réalité. Donc, beaucoup d'extensions de GTLD qui ont été déléguées à des structures pour en assurer la gestion. Il y aura encore un prochain cycle pour déléguer de nouveaux GTLD. Site de ICANN et rester en face et être informé
pouvoir postuler une candidature. Donc, si vous souhaitez vous engager en faveur de l'acceptation universelle, vous pourrez faire une capture de cette page-là. Et puis, il y a différents liens qui vous sont fournis que vous pourrez visiter. Ça va permettre de plus vous documenter et puis de aussi pouvoir en savoir plus par rapport à l'acceptation universelle et savoir comment l'implémenter dans vos réseaux. Donc, je suis au terme de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Dans la suite, je vais passer la parole à Olivier Ouya, qui va donc avoir avec vous une session pratique. Vous allez pouvoir montrer de à quoi ça peut ressembler si on doit implémenter l'acceptation universelle dans une application web. C'est vraiment un exemple succinct et court. Un webinaire si court ne peut pas permettre d'aller trop en profondeur, mais ça va déjà vous donner une bonne idée de la chose. Et, et plus tard, si ça vous intéresse vraiment, on pourra, déjà l'année prochaine, il y aura une formation sur ça, mais on pourra avoir peut-être d'autres séances pour ceux qui veulent aller un peu beaucoup plus en profondeur. Donc, déjà, j'aimerais savoir s'il y a des questions, si vous avez des questions ou des réactions par rapport à cette présentation. Nous allons les prendre avant de poursuivre. OK, donc je suppose qu'il n'y a pas de questions. Donc, Olivier, je te donne la parole. Comme vous ne m'entendez pas tout à l'heure, je vais reprendre carrément. Bonjour à tous, je me présente Jean-Marc Olivier Ouya, développeur web à EcoDev, et je vais conduire cette partie du webinaire où nous allons avoir une démo pratique. Dans cette suite, nous allons parler de l'acceptation universelle par rapport aux applications. Entre autres, cela signifie que nous allons aborder 3 points. Tout d'abord, nous verrons comment respecter les normes de l'acceptation universelle dans son projet d'application web. Ensuite, nous ouvrirons le penny code et comment l'implémenter. Et enfin, nous aurons une démo rapide sur comment appliquer les normes de l'acceptation universelle dans son projet PHP.
Pour respecter les normes de l'acceptation universelle, il faut principalement appliquer les règles suivantes. Petit 1. Il faut utiliser nécessairement l'encodage UTF-8 à tous les niveaux de notre projet, c'est-à-dire dans le front-end, dans le back-end, dans les bases de données et etc. En deuxième point, il faut valider et traiter les adresses email EAI, qui sont les adresses email écrites avec des caractères multilingues, passant du chinois à l'arabe ou même par le français avec des accents. En troisième point, il faut gérer correctement les noms de domaine internationalisés IDN identiquement aux emails, c'est-à-dire comme précédemment vu avec les adresses email. En quatrième point, nous devons tester les entrées et sorties de mails, noms de domaine sur les caractères multilingues. Déjà, il faut savoir que le Punycode, c'est un système de codage utilisé pour convertir des caractères non ASCII, comme ceux des langues non latines, en un format compatible avec ASCII. Cela permet au nom de domaine internationalisé, IDN, d'être utilisé dans le système DNS qui ne supporte que les caractères ASCII. Déjà, comme définition, on peut savoir qu'une langue latine est une langue dont les systèmes d'écriture n'utilisent pas l'alphabet latin. Je peux donner comme exemple le chinois, l'arabe ou le japonais, par exemple. Ensuite, nous verrons comment implémenter le Punycode. Il faut déjà savoir que sous Node.js, il existe un package du nom de Punycode qui permet de décoder et d'encoder le Punycode. En PHP, nous avons les fonctions IDN to ASCII qui permettent d'encoder et IDN to UTF-8 pour décoder. Sous JavaScript, on peut utiliser la bibliothèque punycode.js via NPM ou CDN. Pour le JavaScript, il existe aussi une bibliothèque punycode.js display via NPM et CDN. En Python aussi, nous avons le module IDNA dans la bibliothèque standards qui supporte le Punycode. Déjà, nous allons énumérer quelques limites actuelles de l'acceptation universelle. Il y a des problèmes de compatibilité des IDN qui concernent les serveurs qui ne respectent pas les normes de l'UA. L'affichage incorrect de navigateurs ou d'applications qui, au lieu d'afficher les noms de domaine en encodage UTF-8, affichent plutôt le Punycode de ces noms de domaine. Et le fait de ne pas pouvoir gérer les EAI et les IDN peut poser des problèmes lors d'un remplissage de formulaire, soit pour l'inscription ou pour la connexion. Sans plus tarder, nous allons passer à la démo sur comment respecter les normes de l'acceptation universelle dans un projet PHP. Et nous utiliserons le HTML, c'est-à-dire avec le CSS, et ensuite le PHP. Nous allons utiliser l'éditeur de code VS Code et une base de données MySQL. Et aussi, nous avons un dépôt GitHub de ce projet qui est disponible sur l'adresse listée dans cet affichage. Donc déjà, nous sommes avec l'éditeur de code VS Code où nous avons créé un projet qui s'appelle UA Webinar Demo, qui comporte seulement 3 fichiers. Un fichier affiché.php, un fichier enregistré.php et un fichier index.php. Ensuite, nous avons le Punycode.js qui est intégré mais qui ne sera utilisé dans ce test. Et ensuite, nous avons un fichier SQL pour la base de données que vous pourrez implémenter vous-même et utiliser directement à l'intérieur de ce projet qui est disponible sur GitHub. Donc déjà, nous allons voir pour le fichier affiché.php, on voit que c'est semblable à
un fichier HTML ou PHP normal avec un formulaire. En index PHP, nous avons un formulaire où on va ajouter un utilisateur. On voit un input name avec le nom. On voit un input prénom. On voit un input email et un bouton submit envoyer pour pouvoir valider le formulaire. Et dans la partie enregistré.php, nous avons un formulaire et nous avons plutôt un code PHP qui permet de récupérer les informations qui ont été envoyées depuis le formulaire index.php et ensuite les stocker dans la base de données. Donc, nous avons ici les variables qui prennent en compte le nom, le prénom et l'email, avec une requête SQL qui permet d'insérer les différentes informations dans la base de données. Pour pouvoir mieux illustrer, nous allons voir aussi comment est structurée notre base de données. Donc là, nous avons une architecture de base de données qui s'appelle UADB Demo 1, qui contient uniquement la table utilisateur sur laquelle nous allons faire les traitements aujourd'hui. Et cette base de données et cette table utilisateur ont été encodées sur le format UTF-8 MB4 en code Unicode CI, afin de pouvoir prendre en compte les caractères spéciaux, les caractères de toutes les langues en fait. Sans quoi, vous ne pourrez pas avoir certains caractères intégrés dans votre base de données qui seront peut-être mal retranscrits ou mal récupérés ou mal insérés. Donc, nous allons voir ce que donne notre code en PHP. Donc, nous avons ici un formulaire qui permet d'ajouter un utilisateur dans la base de données. Et pour bien illustrer ce que c'est que l'acceptation universelle, nous avons des exemples d'informations qui pourront être mises dans notre base de données. Par exemple, pour le nom, nous allons prendre émérite. Ensuite, pour le prénom, nous allons prendre Lombia. Et pour l'adresse email, nous allons prendre émérite, arrobase, quelque chose, peut-être en arabe par exemple. Et lorsque nous faisons envoyer, je pense qu'il y a un petit souci. On va voir rapidement au niveau de formulaire enregistré.php. Enregistré. Enregistré.php, enregistré.php. Donnez-moi juste un instant que je voie rapidement quel est le souci.
Et avec un petit souci que je viens de régler. Donc, je disais tantôt, nous allons essayer de mettre des informations, comme on avait déjà commencé, avec le nom émérite, le prénom Lombia et l'adresse email comme écrit ici. Et là, on dit nouvel enregistrement créé avec succès. Lorsque nous cliquons sur afficher les utilisateurs, nous avons un tableau qui nous génère ces informations. On voit qu'en premier lieu, en numéro 3, nous avons Olivier Ouya avec l'adresse email qu'on a l'habitude de voir, ouya@gmail.com. Et lorsqu'il a été retranscrit, ça reste toujours ouya@gmail.com parce que là, il n'y a pas eu forcément utilisation du pennycode. Mais lorsqu'on prend Émérite Lombia, on constate que dans son adresse email, on a Émérite qui est sorti correctement. Avec le pennycode, nous avons un code XN, quelque chose comme ça. Puis lorsqu'il est retranscrit en UTF-8, nous donne exactement ce que nous avons saisi au départ. Donc, c'est un peu là l'utilisation du pennycode qui sera transcrit en UTF-8 pour permettre l'affichage correct de ce qui a été mis dans la base de données. Et si nous vérifions ce qui a été mis dans la base de données dans la table utilisateur, nous voyons que ce n'est pas le nom de domaine qui a été ce n'est pas l'adresse email correcte qui a été mise, mais l'adresse email sous format pennycode. Et c'est ça qu'on constate ici. Et c'est seulement au niveau du PHP avec le fichier affiché.php. C'est là que nous utilisons la fonction IDN to ITF8 sur le nom de domaine pour pouvoir le retranscrire et permettre l'affichage de l'email décodé ici. Et c'est ce qui nous donne l'affichage dans ce tableau avec cette adresse email. Nous allons faire un dernier test aussi avec une adresse email, par exemple, en chinois, avec même des noms et prénoms en japonais plutôt. Nous allons insérer dans le nom, ensuite le prénom, insérer dans le champ prénom, et ensuite l'adresse email, insérer dans l'adresse email. Mais là, nous avons ajouté un itrema au niveau de Gmail. Si on considère qu'il existe un nom de domaine gmail avec itrema.com. Et là, lorsque nous allons faire envoyer et qu'on clique sur afficher les utilisateurs, nous avons identiquement ce qui a été écrit dans le formulaire. Voilà. J'espère que ce tuto a servi à bien illustrer ce que c'est que l'acceptation universelle dans la programmation, c'est-à-dire au niveau de nos applications. Et il y a plusieurs applications qui permettent d'application de l'acceptation universelle dans différents niveaux. Ça, c'était au niveau, par exemple, d'un projet PHP, uniquement en PHP HTML, avec une base de données MySQL. Mais si, par exemple, vous étiez sous Node.js, comme on l'avait dit précédemment, il existe un package qui s'appelle pennycode.js ou pennycode simplement dans Node.js qui permet aussi de faire l'encodage et le décodage. C'est ici que prend fin la séance de présentation. La séance de présentation du projet, du mini-projet de test qui nous a permis de voir l'utilisation de l'acceptation universelle dans un projet web, PHP de préférence. Merci et je vais devoir redonner la parole à M. Ismaël Ouedraogo pour clore la séance. Ok, donc merci beaucoup Olivier pour cette présentation. J'espère que chacun a pu suivre et que c'était assez compréhensible pour tous les participants. Donc, s'il y a des questions, nous allons les prendre. Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat et nous allons prendre en compte vos différentes questions.
Ok, donc il me semble qu'il n'y a pas de questions ni de réactions particulières. Donc, lors du remplissage de formulaire d'inscription, il y avait la question si vous souhaitez avoir un coupon de réduction de 20% pour votre prochain achat de nom de domaine.bf. Donc, pour ceux qui participent au webinaire et qui n'ont pas, qui se sont pas inscrits à travers le formulaire, mais qui ont quand même pu participer au webinaire, vous pourrez tout simplement nous écrire à l'un des contacts qui s'affiche à l'écran. Voilà, vous pouvez tout simplement nous contacter si vous n'avez pas rempli directement le formulaire. Parce que la réduction, la promo, c'était uniquement pour ceux qui avaient renseigné directement le formulaire pour s'inscrire au webinaire. Donc, je vous remercie tous pour votre temps, votre disponibilité à prendre part à ce webinaire-là. Et j'espère que chacun a pu vraiment comprendre le sujet qui était au jour, le sujet qui était au jour. Et nous allons vous envoyer un formulaire de feedback. Donc, merci de prendre une minute pour pouvoir renseigner ce formulaire-là afin que nous puissions savoir ce que vous pensez du webinaire et quelles seront vos attentes pour les prochaines éditions. Donc, merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée et un excellent week-end.